Avez-vous déjà reçu un appel si absurde que, pendant un instant, vous avez pensé que c'était une blague? Imaginez ceci, vous décrochez le téléphone, à l'autre bout de la ligne, une voix familière dit calmement « Astérisque, j'ai démoli ta maison ». Astérisque, comment réagiriez-vous? Vous crieriez? Vous resteriez sous le choc? Ou bien, comme notre protagoniste, vous commenceriez à rire, pas parce que c'est drôle, mais parce que vous savez quelque chose que personne d'autre ne sait. C'est précisément ce que vous êtes sur le point de découvrir. Mais avant de plonger dans cette histoire pleine de rebondissements et de secrets inattendus, je veux vous inviter à vous abonner à la chaîne. Ici, nous partageons des histoires marquantes qui vous font rire, pleurer, surtout réfléchir. N'oubliez pas de laisser un like aussi, car cette histoire va vous toucher d'une manière que vous n'imaginez peut-être pas encore. Prêt? Allons-y. Un matin tranquille, alors que Camille préparait son café, le téléphone vibra sur le comptoir. C'était un appel de Damien, son mari. Avec un soupir, elle décrocha, se demandant quelle urgence avait encore surgi. Ce qu'elle entendit, cependant, la laissa bouche bée. « Camille, j'ai démoli ta maison. » Il y avait un silence lourd au bout du fil. Camille cligna des yeux, pensant avoir mal entendu. « Quoi ?» demanda-t-elle lentement, comme si articuler les mots pouvait clarifier l'absurdité de la situation. Damien, avec un ton détaché, répondit « Oui, ta maison familiale. Elle n'est plus là. Il fallait avancer, et c'est fait. » Mais au lieu de crier ou de se mettre en colère, Camille éclata de rire. Pas un rire léger, mais un rire profond, incontrôlable, presque nerveux. Elle savait quelque chose que Damien ignorait complètement. Assise à la table de la cuisine, le téléphone encore à la main, Camille se perdit dans ses pensées. Cette maison, celle de son enfance, n'était pas juste un bâtiment pour elle. Elle avait été témoin de ses premières joies, de ses peines, et des promesses de ses parents avant leur départ. Elle se souvint des après-midi ensoleillés où elle jouait dans le jardin avec sa sœur cadette, Mathilde. Leur père, Adrien, construisait une balançoire pendant que leur mère, Hélène, préparait des tartes aux pommes dans la cuisine. Cette maison représentait un sanctuaire, un lieu où chaque recoin était imprégné d'amour. Mais aujourd'hui, cette maison était au cœur d'un complot auquel Camille n'avait pas encore toutes les réponses. Camille était une femme de 45 ans, forte et résiliente, mais souvent sous-estimée. Elle avait passé les 20 dernières années à jongler entre son travail de gestionnaire et sa famille, construisant une vie qu'elle croyait stable. Damien, son mari depuis 22 ans, était charmant en apparence, mais il avait changé. Depuis quelque temps, son ambition démesurée prenait le pas sur tout le reste. Toujours à la recherche de gains rapides, il était devenu distant et secret. Leur fils, Julien, 23 ans, travaillait comme architecte dans une autre ville. Bien qu'il aimât profondément sa mère, il n'était pas souvent à la maison. Puis il y avait Mathilde, la sœur cadette de Camille, qui vivait à l'étranger et avec qui les contacts étaient sporadiques. Heureusement, Camille pouvait compter sur son amie Léa, une confidente loyale, qui avait toujours les mots justes pour l'aider à traverser les tempêtes. Plus tard dans la journée, Camille confronta Damien dans leur salon. Il était assis nonchalamment sur le canapé, l'air de quelqu'un qui venait de prendre une excellente décision. « Alors, tu vas m'expliquer pourquoi tu as détruit ma maison familiale sans même m'en parler ?» demanda-t-elle, croisant les bras pour cacher le tremblement de ses mains. Damien leva les yeux de son téléphone. « Écoute, cette maison ne servait à rien. Elle était vide, vieille, un poids inutile. Je me suis dit que c'était mieux de s'en débarrasser. » Le ton détaché de Damien fit bouillir Camille de rage. Elle serra les poings, mais choisit de rester calme. Un poids inutile? C'était la maison de ma famille, Damien. Tu sais ce qu'elle représente pour moi. Damien haussa les épaules. On pourra construire quelque chose de mieux. En plus, c'est un bon emplacement, on pourrait en tirer un bon prix. Camille sentit son cœur se serrer. Il ne comprenait pas. Pire, il ne voulait pas comprendre. Cette nuit-là, Camille peinait à dormir. Le rire qui l'avait envahi au téléphone lui semblait maintenant absurde. Elle savait que Damien n'avait pas fait cela par simple négligence. Il y avait quelque chose de plus grand derrière cette décision. Le lendemain, en fouillant dans des papiers laissés dans une vieille boîte, elle tomba sur une lettre manuscrite de son père. Elle n'avait jamais pris le temps de la lire après sa mort, mais cette nuit-là, elle sentit que c'était le moment. Les mots d'Adrien résonnaient comme un avertissement. « Ma chère Camille, il y a des choses que nous avons gardées secrètes pour te protéger. Si un jour cette maison devient un problème, souviens-toi que tout ce que nous avons fait était pour toi et ta sœur.
Fais attention à ceux en qui tu penses pouvoir avoir confiance. Elle fronça les sourcils. Quel secret? Pourquoi son père avait-il écrit cela? Et surtout, comment Damien pouvait-il être si sûr que détruire cette maison était une bonne idée? Camille appela Léa le lendemain. Tu ne vas pas croire ce que Damien a fait, dit-elle en retenant ses larmes. Léa, toujours pragmatique, répondit. Je te connais, Camille. Si tu ris dans une situation pareille, c'est que tu as un plan. Alors, dis-moi tout. Camille inspira profondément. Je crois qu'il y a quelque chose que Damien ne sait pas. Et je vais trouver ce que c'est. Alors qu'elle raccrochait, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Julien. Maman, j'ai entendu dire que la maison a été démolie. Tu vas bien? Camille sentit les larmes monter, mais elle les refoula. Ah Julien, j'ai besoin de toi. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe, et je pense que ça concerne papa. Julien, alarmé par le ton de sa mère, répondit. Je prends le premier train. On va découvrir ce qui se passe, ensemble. Avec cette promesse, Camille sentit une lueur d'espoir. Ce que Damien pensait être la fin n'était que le début d'une bataille qu'elle était déterminée à gagner. Julien arriva à la gare tôt le lendemain matin. Camille, déjà debout depuis l'aube, l'attendait sur le quai avec un mélange d'anxiété et de soulagement. Dès qu'elle vit son fils descendre du train, elle sentit ses épaules s'alléger légèrement. Julien, grand et élancé, avait hérité du calme pragmatique de son grand-père Adrien. Il lui adressa un sourire rassurant en posant son sac au sol. « Maman, ça va ?» demanda-t-il en l'enlaçant brièvement. Camille prit une grande inspiration. « Pas vraiment, mais ça ira mieux une fois qu'on aura compris ce qui se passe. Viens, on a beaucoup à discuter. » Ils montèrent en voiture, et en chemin, Camille raconta tout, l'appel de Damien, la démolition de la maison, la lettre laissée par Adrien, et son sentiment persistant qu'il y avait quelque chose de plus sombre derrière tout cela. Julien écoutait en silence, hochant parfois la tête. « Donc, tu penses que papa et peut-être même mamie Vera ont un intérêt caché là-dedans ?» demanda-t-il finalement. « Oui, et je pense qu'il savait quelque chose à propos de la maison. La rapidité avec laquelle il a décidé de la démolir sans mon consentement, ce n'est pas normal. » Julien réfléchit un moment, les yeux fixés sur la route qui défilait. « Ah si c'est vrai. Ça veut dire qu'ils ont peut-être agi illégalement. Papa n'avait aucun droit de toucher à la maison, n'est-ce pas? » Camille acquiesça. La maison était toujours enregistrée sous le nom de mes parents. Damien n'a pas pu obtenir l'autorisation officielle, à moins qu'il n'ait falsifié des documents. Julien fronça les sourcils. On devrait vérifier auprès du registre foncier. Ils passèrent la matinée à chercher des réponses. D'abord, au registre foncier, où ils découvrirent que, comme Camille le soupçonnait, aucun transfert de propriété n'avait été effectué. Le terrain et la maison appartenaient toujours légalement à Adrien et Hélène. Julien prit des photos des documents pour les examiner plus tard. Ensuite, ils passèrent par l'emplacement de l'ancienne maison. Camille sentit son cœur se serrer en voyant le terrain vide. Là où autrefois s'élevait une maison pleine de souvenirs, il n'y avait maintenant qu'un amas de gravats, des traces de roues de camion, et un silence pesant. Elle s'agenouilla un instant, ramassant un morceau de bois brûlé, probablement de la vieille cheminée. « Maman, tu es sûre que ça va ?» demanda Julien doucement. Camille hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, mais c'est tellement dur de voir ça. » Elle serra le morceau de bois contre elle, comme si c'était un dernier vestige tangible de tout ce qu'elle avait perdu. Julien posa une main réconfortante sur son épaule. « On va découvrir la vérité, maman. Je te le promets. » En rentrant chez elle, Camille trouva un message vocal de Damien. Son ton était irrité, presque autoritaire. « Camille, tu exagères tout ça. Ce n'était qu'une vieille maison. Pourquoi tu ne peux pas simplement tourner la page? Tu devrais me remercier, j'ai fait le ménage pour toi. Appelle-moi quand tu auras fini de faire ta petite crise. » Elle sentit une vague de colère monter en elle. Comment osait-il minimiser ce qu'il avait fait? Julien, qui avait écouté le message à ses côtés, explosa. « Ce mec est incroyable. Il n'a même pas un brin de remords. Tu ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça, maman. » Camille serra les dents. « Oh, crois-moi, il ne va pas s'en tirer si facilement. » Elle prit son téléphone et composa le numéro de son avocate, Maître Rousseau. Camille expliqua la situation, et Maître Rousseau confirma que Damien avait violé la loi en démolissant une maison qui ne lui appartenait pas. « Nous avons deux options, Camille, » dit Maître Rousseau d'un ton professionnel. «
Nous pouvons l'attaquer directement en justice pour destruction de propriété, ou nous pouvons d'abord lui envoyer une mise en demeure pour exiger des réparations. Camille réfléchit. Envoyons-lui une mise en demeure pour commencer. Je veux qu'il sache qu'il ne peut pas s'en tirer comme ça. Maître Rousseau acquiesça. Très bien. Je m'en occupe. Quelques jours plus tard, Camille et Julien décidèrent d'enquêter un peu plus sur les circonstances de la démolition. Julien suggéra qu'ils rendent visite à l'entreprise qui avait effectué les travaux. On pourrait obtenir des détails sur qui a commandé la démolition et comment ça a été organisé, proposa-t-il. Ils arrivèrent à l'adresse de la société de démolition, où un employé les accueillit. « Bonjour, nous aimerions parler à quelqu'un concernant un chantier récent », dit Julien en montrant une photo du terrain. L'employé regarda la photo avec hésitation. « Je ne suis pas sûr de pouvoir vous donner des informations, mais attendez ici. » Quelques minutes plus tard, un homme plus âgé, apparemment le chef du chantier, apparut. « Vous parlez du terrain de la vieille maison près de la route principale ?» demanda-t-il. Camille hocha la tête. « Oui, c'est bien ça. Savez-vous qui a commandé les travaux ?» L'homme hésita. « On a reçu une demande de démolition de la part d'un certain Damien Morel. Il a fourni des documents prouvant qu'il avait le droit de le faire. Vous êtes de sa famille ?» Camille sentit sa mâchoire se serrer. « Oui, c'est mon mari, mais ces documents étaient sûrement falsifiés. » L'homme semblait mal à l'aise. « Écoutez, madame, je ne veux pas de problème. On a juste suivi ce qu'on nous a donné. » Julien intervint. « On ne vous accuse de rien, mais pourriez-vous nous donner une copie des documents qu'il a fournis ?» Après quelques minutes de réticence, l'homme finit par céder et leur remit des copies. De retour à la maison, Julien et Camille examinèrent attentivement les papiers. Ils trouvèrent rapidement des incohérences, les signatures étaient maladroitement falsifiées, et les dates ne correspondaient pas. « On a ce qu'il nous faut », déclara Julien avec satisfaction. « On peut prouver que papa a menti. » Pendant ce temps, Damien semblait ignorer la tempête qui se préparait. Il continuait à envoyer des messages à Camille, oscillant entre excuses peu sincères et tentatives de minimiser l'incident. Camille décida de ne plus répondre. Elle concentra plutôt son énergie sur un autre mystère, la lettre de son père. Pourquoi Adrien avait-il écrit ces mots? Était-il possible qu'il ait caché quelque chose d'important dans la maison? Elle appela Mathilde, sa sœur cadette, pour lui demander son avis. Mathilde, toujours pragmatique, écouta attentivement. « Papa n'aurait pas écrit ça sans raison, » dit-elle. « Tu te souviens de ce vieux coffre qu'il gardait toujours dans le grenier ?» Camille hocha la tête, bien que Mathilde ne puisse pas la voir. « Oui, mais il était toujours fermé à clé. Je ne l'ai jamais ouvert. » Mathilde soupira. Peut-être qu'il contenait quelque chose d'important. Si Damien a démoli la maison, il a peut-être mis la main dessus. Cette pensée glaça Camille. Si le coffre était entre les mains de Damien, elle devait le récupérer avant qu'il ne découvre ce qu'il contenait. Le lendemain, elle et Julien se rendirent chez Damien. Il les accueillit avec un mélange d'arrogance et d'irritation. « Qu'est-ce que vous voulez maintenant ?» demanda-t-il en croisant les bras. Camille planta son regard dans le sien. « Où est le coffre du grenier ?» Damien sembla surpris, mais il tenta de masquer sa réaction. « Quel coffre ? Je ne vois pas de quoi tu parles. » Julien s'avança. « Papa, on sait qu'il y avait un coffre dans le grenier. Si tu l'as trouvé, tu ferais mieux de nous le dire. » Damien roula des yeux. « Vous êtes ridicule. Il n'y avait rien de valeur dans cette maison. » Mais Julien remarqua une légère hésitation dans son ton. « Alors, tu ne verras pas d'inconvénient à ce qu'on fouille ton garage, » déclara-t-il. Damien tenta de protester, mais Julien et Camille ne lui laissèrent pas le choix. Après quelques minutes de recherche, Julien trouva un coffre poussiéreux caché derrière des boîtes. Camille sentit son cœur s'accélérer. C'était bien le coffre de son père. De retour chez elle, elle et Julien tentèrent d'ouvrir le coffre, mais il était verrouillé. Camille se souvint alors d'un détail. Son père portait toujours une petite clé autour du cou, qu'elle avait gardée après son décès. Elle la retrouva dans une vieille boîte et l'inséra dans la serrure. Le coffre s'ouvrit avec un léger clic. À l'intérieur, ils trouvèrent des documents, des photos de famille, et un petit carnet noir. En feuilletant le carnet, Camille comprit rapidement son importance. Il contenait des informations sur des biens immobiliers, des comptes bancaires, et même des placements financiers que ses parents avaient soigneusement dissimulés. Julien la regarda avec incrédulité. « Maman, tu sais ce que ça signifie ? Papa voulait tout ça. C'est pour ça qu'il a détruit la maison. »
Camille serra le carnet contre elle. Elle avait maintenant une arme puissante, mais elle savait qu'elle devait l'utiliser avec précaution. On va lui montrer qu'il ne peut pas tout prendre, murmura-t-elle avec détermination. Camille passa une nuit agitée après la découverte du carnet. Elle savait que ce petit objet contenait non seulement des preuves solides pour faire face à Damien, mais aussi des informations cruciales sur le passé de sa famille. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une peur sourde. Jusqu'où Damien serait-il prêt à aller pour obtenir ce qu'il voulait? Julien, de son côté, était tout aussi tendu. Il passait en revue les pages du carnet, notant les détails les plus importants. « Maman, ces comptes bancaires, ils sont toujours actifs, tu crois ?» demanda-t-il, les sourcils froncés. Camille haussa les épaules. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu parler de ces placements. Si papa les a cachés, c'était pour une raison. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que Damien savait qu'il y avait quelque chose de valeur ici. Il n'aurait jamais démoli la maison sinon. » Julien tapota le carnet du bout des doigts. « On devrait vérifier auprès de la banque. S'il reste de l'argent ou des actifs, ils nous diront quoi faire. Et ça, dit-il en pointant les descriptions des biens immobiliers, ça pourrait valoir beaucoup. » Camille acquiesça, mais son esprit était ailleurs. Elle pensait à son père et à sa mère, se demandant s'ils avaient prévu que ce genre de situation pourrait arriver. Le lendemain, Camille et Julien se rendirent à la banque mentionnée dans le carnet. Après avoir expliqué leur lien familial avec Adrien et Hélène, ainsi que leur découverte des documents, un conseiller accepta de vérifier les comptes. « Vous avez de la chance », dit-il après quelques minutes de recherche. « Les comptes sont toujours actifs. Il y a des fonds considérables ici, mais ils sont bloqués en raison de la succession. Vous devrez prouver que vous êtes les héritiers légitimes pour y accéder. » Camille sentit une bouffée de soulagement, mêlée à une vague de frustration. « Combien de temps cela pourrait-il prendre ?» demanda-t-elle. Le conseiller esquissa une moue. « Cela dépend. Si tout est en ordre avec les documents de succession, cela pourrait aller vite. Mais si quelqu'un conteste votre droit, cela pourrait prendre des mois. » Julien échangea un regard avec sa mère. Ils savaient tous deux que Damien ne resterait pas les bras croisés s'il apprenait l'existence de ces fonds. En sortant de la banque, Julien soupira. « On doit garder ça secret pour l'instant. Si papa découvre ça, il va essayer de tout prendre. » Camille acquiesça. « Oui, mais je ne peux pas rester passive non plus. Il faut que je l'affronte, Julien. Il doit comprendre que je ne suis plus la femme docile qu'il pense connaître. » Plus tard dans la journée, Camille reçut un appel de Léa. « Alors, des nouvelles de l'affaire ?» demanda son amie, curieuse. Camille lui expliqua brièvement la découverte du carnet et les fonds bloqués. Léa resta silencieuse un moment, avant de répondre. « Tu sais, si Damien est aussi sournois que tu le penses, il doit déjà avoir un plan en tête. Tu dois être prudente, Camille. Ne lui laisse aucune marge de manœuvre. » Camille serra le téléphone plus fort. « Je ne lui laisserai rien, Léa. Mais je dois aussi protéger Julien. Il ne mérite pas de se retrouver mêlé à tout ça. Un Julien est un adulte, Camille. Il sait ce qu'il fait. Mais toi, tu as besoin de soutien. Et tu sais que je suis là, quoi qu'il arrive. » Le réconfort de Léa était exactement ce dont Camille avait besoin. Le soir même, Camille décida qu'il était temps d'affronter Damien. Elle l'appela et lui demanda de venir chez elle. Damien, visiblement irrité, accepta néanmoins. Lorsqu'il arriva, il était accompagné de sa mère, Vera, qui semblait plus arrogante que jamais. « Qu'est-ce que tu veux encore, Camille ?» demanda Damien en entrant sans même attendre d'y être invité. Camille resta calme. Elle s'assit à la table du salon, posa le carnet devant elle, et fixa son mari droit dans les yeux. « Je veux savoir pourquoi tu as détruit ma maison. Et ne me dis pas que c'était juste pour alléger les choses. Je sais que tu cherches quelque chose, Damien. Alors, parle. » Damien éclata de rire, mais il évitait de regarder le carnet. « Tu te fais des idées, comme d'habitude. Cette maison n'avait aucune valeur. Tu devrais me remercier de m'en être débarrassé. » Vera, assise à côté de lui, ajouta avec un sourire narquois. « Camille, tu fais toute une histoire pour rien. C'était une vieille ruine. Maintenant, Damien pourra construire quelque chose de mieux. » Julien, qui se tenait debout près de la porte, intervint. « C'est faux, et vous le savez. Vous avez détruit cette maison parce que vous pensiez qu'elle cachait quelque chose. Mais devinez quoi? Vous avez échoué. » Damien tourna brusquement la tête vers son fils. « De quoi tu parles, Julien ?» Camille sourit, pour la première fois depuis des jours. «
Elle ouvrit le carnet et le poussa vers Damien. Tu vois ça? C'est ce que mon père a laissé. Des comptes, des biens, des preuves que tu n'auras jamais. Le visage de Damien passa de l'arrogance à la panique. Il feuilleta rapidement les pages, ses mains tremblantes. Vera, elle, pâlit. Comment as-tu trouvé ça? Demanda-t-il finalement, sa voix basse. Ça n'a pas d'importance, répondit Camille, son ton glacial. Ce qui compte, c'est que je sais ce que tu cherchais. Et je ne te laisserai pas mettre la main dessus. Damien essaya de se défendre. Il affirma que tout ce qu'il avait fait, il l'avait fait pour eux, pour leur avenir. Mais Camille n'était pas dupe. Tu n'as rien fait pour nous, Damien. Tout ce que tu fais, c'est pour toi. Tu n'as pensé qu'à toi depuis des années. Julien ajouta, son ton rempli de dégoût. Papa, tu as menti, trahi maman, et détruit quelque chose qui avait une valeur inestimable. Tu ne peux plus nous manipuler. Vera tenta de s'interposer. Damien est ton mari, Camille. Tu devrais le soutenir, pas l'attaquer. Camille se leva, ses yeux brûlants de colère. Soutenir quoi? Un homme qui détruit ma famille et vole mes souvenirs? Non, Vera. Ça s'arrête ici. Damien tenta une dernière fois de calmer les choses. Camille, on peut trouver une solution. Donne-moi juste accès à ces fonds, et je te promets qu'on reconstruira quelque chose de beau. Camille éclata de rire, un rire amer. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Tu ne contrôles plus rien. C'est fini, Damien. Après leur départ précipité, Camille se sentit à la fois soulagée et épuisée. Julien, toujours à ses côtés, posa une main sur son épaule. Tu as été incroyable, maman. Mais ce n'est pas fini. Papa ne va pas lâcher l'affaire si facilement. Camille hocha la tête. Je sais. Mais cette fois, je suis prête. Il ne me prendra plus rien. Julien la regarda avec admiration. Pour la première fois, il voyait sa mère comme une véritable force de la nature, déterminée et inébranlable. La confrontation avec Damien et Vera laissa Camille dans un mélange de satisfaction et d'appréhension. Elle avait pris l'initiative, elle avait repris le contrôle, mais elle savait que ce n'était que le début. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Damien, blessé dans son orgueil, passa à l'attaque d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Un matin, alors qu'elle buvait son café, Camille reçut une enveloppe épaisse. En l'ouvrant, elle découvrit une lettre d'un avocat représentant Damien. Il demandait une médiation pour diviser équitablement les actifs mentionnés dans le carnet, affirmant que, puisqu'ils étaient encore mariés, il avait droit à une part. Camille sentit son sang se glacer. Julien, qui travaillait sur son ordinateur portable à la table voisine, remarqua immédiatement le changement sur le visage de sa mère. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» demanda-t-il en posant sa tasse. Elle lui tendit la lettre. Julien la lut rapidement, puis la jeta sur la table avec colère. « Il est sérieux? Après tout ce qu'il a fait, il ose encore prétendre avoir droit à quelque chose ?» Camille croisa les bras, tentant de rester calme. C'est typique de Damien. Il ne veut pas perdre, peu importe les moyens qu'il doit employer. Mais il ne peut pas prouver qu'il a un droit sur ses actifs, pas vrai? Ils appartenaient à mes parents. Julien hocha la tête, mais une lueur d'inquiétude passa dans ses yeux. C'est vrai, mais si son avocat est bon, il pourrait faire traîner les choses. Peut-être même essayer de prouver que papa avait un accord implicite avec toi pour utiliser cet argent dans le cadre du mariage. Camille serra les poings. Elle savait que Julien avait raison. Damien ne reculait devant rien pour obtenir ce qu'il voulait. Pour se préparer à cette nouvelle bataille, Camille consulta de nouveau Maître Rousseau. L'avocate lut la lettre de Damien avec une expression d'exaspération. Il tente clairement de vous intimider, Camille. Ces actifs ne sont pas considérés comme faisant partie du patrimoine marital, sauf s'il peut prouver qu'ils ont été intégrés aux finances communes. Avez-vous utilisé cet argent pour des dépenses communes auparavant? Camille secoua la tête. Non. Je ne savais même pas que ces comptes existaient avant de trouver le carnet. Maître Rousseau sourit légèrement. Alors, il n'a pas de base solide. Nous allons répondre fermement à cette lettre. S'il insiste, nous irons en justice, mais je suis confiante que nous gagnerons. Camille sentit un soulagement, bien que temporaire. Damien était persistant, et elle savait qu'il trouverait d'autres moyens de la tourmenter. En parallèle, Julien avait décidé de mener sa propre enquête. Il soupçonnait que Damien et Vera avaient bien plus à cacher qu'ils ne le laissaient paraître. En fouillant sur Internet, il découvrit que Damien avait accumulé des dettes importantes au cours des dernières années.
Il avait investi dans des projets immobiliers qui avaient échoué, laissant des créanciers frapper à sa porte. Julien partagea ses découvertes avec Camille une soirée, après le dîner. « Maman, je pense que papa a détruit la maison parce qu'il avait besoin d'argent, et vite. Il espérait trouver quelque chose de valeur, peut-être même vendre le terrain, pour rembourser ses dettes. » Camille écouta attentivement, son visage grave. Ça explique pourquoi il était si pressé. Mais ce qui me dépasse, c'est pourquoi il ne m'a pas simplement demandé de l'aide. Pourquoi aller aussi loin? Julien haussa les épaules. Parce que ça, c'est papa. Il préfère manipuler les gens et tout contrôler plutôt que d'admettre qu'il a besoin d'aide. Quelques jours plus tard, Camille reçut un appel de Mathilde, sa sœur cadette, qui vivait toujours à l'étranger. Bien que leurs échanges soient rares, la nouvelle de la démolition de la maison avait atteint Mathilde, et elle était furieuse. « Camille, comment as-tu pu laisser Damien détruire la maison familiale ?» demanda-t-elle, sa voix pleine de reproches. Camille sentit une vague de culpabilité monter en elle. « À Mathilde, je ne l'ai pas laissé faire. Il l'a fait dans mon dos. Je fais tout ce que je peux pour réparer ça. » Mathilde soupira au téléphone. « Écoute, je comprends que tu sois dans une situation difficile, mais cette maison représentait quelque chose pour nous deux. Ce n'est pas seulement à toi de décider quoi en faire. » Camille serra les dents, mais tenta de rester patiente. « À Mathilde, je comprends ton point de vue, mais c'est moi qui ai porté le poids de cette maison depuis des années. Tu vis à l'autre bout du monde, tu n'as jamais été là pour t'occuper de quoi que ce soit. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil, puis Mathilde répondit, plus calmement, « Tu as raison. Je suis désolée. Mais si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider maintenant, dis-le-moi. » Pour la première fois depuis longtemps, Camille sentit une étincelle de réconciliation entre elles. « Merci, Mathilde. Juste savoir que tu es de mon côté, ça aide déjà beaucoup. » Alors que Camille se battait sur tous les fronts, Damien, de son côté, commençait à sentir le poids de ses propres choix. Ses créanciers devenaient de plus en plus agressifs, et il savait que s'il ne trouvait pas rapidement de l'argent, il risquait de perdre bien plus que sa réputation. Un soir, il rendit visite à Vera, sa mère, pour chercher du soutien. « Maman, je suis dans une impasse. Camille ne me laisse pas accéder aux actifs, et les créanciers me poursuivent. Qu'est-ce que je suis censé faire ?» Vera, toujours aussi sûre d'elle, répondit avec désinvolture. « Tu dois être plus malin qu'elle, Damien. Camille n'a jamais été aussi forte que toi. Tu peux la faire plier, il suffit de trouver son point faible. » Damien secoua la tête. « Ce n'est pas si simple. Elle a Julien de son côté, et ils ont des preuves contre moi. » Vera roula des yeux. « Alors, trouve un moyen de les discréditer. S'ils n'ont pas de crédibilité, peu importe leurs preuves. » Bien que réticent, Damien commença à réfléchir à la suggestion de sa mère. Camille, pendant ce temps, continuait à avancer. Elle et Julien avaient réussi à mettre un gel temporaire sur le terrain familial, empêchant Damien de le vendre ou de le développer sans son consentement. Mais elle savait qu'elle devait penser à l'avenir. Une après-midi, alors qu'elle feuilletait encore une fois le carnet, elle tomba sur une note qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. C'était une liste de noms, avec des montants inscrits à côté. Intriguée, elle montra la note à Julien. « Tu crois que ces gens sont liés à papa ?» demanda-t-elle. Julien examina la liste. « Peut-être. Ou peut-être que ce sont des gens à qui papy avait prêté de l'argent ou fait affaire. On devrait essayer de les contacter. » Camille hésita. Cela semblait intrusif, mais si ces noms pouvaient leur donner plus d'informations sur le passé de son père, cela valait le coup. En parallèle, Damien tenta un dernier coup désespéré. Il déposa une plainte officielle, affirmant que Camille retenait des actifs maritaux de manière illégale. Bien que la plainte n'ait pas de fondement solide, elle força Camille à se défendre une fois de plus. Lors de l'audience préliminaire, Damien arriva avec Vera à ses côtés, arborant un sourire arrogant. Camille, cependant, resta calme. Elle avait des preuves solides de son côté, et elle savait que la vérité finirait par triompher. Lorsque l'avocat de Camille présenta les documents prouvant que les actifs provenaient exclusivement des biens de ses parents, Damien perdit de sa superbe. Même le juge sembla agacé par son manque d'arguments solides. « À Monsieur Morel, dit le juge, il est clair que ces biens n'appartiennent pas à votre mariage. Votre plainte est rejetée. » Camille sentit un poids énorme se lever de ses épaules. C'était une petite victoire, mais une victoire tout de même. De retour à la maison, Camille et Julien prirent un moment pour célébrer leur succès. « On a gagné cette bataille,
dit Julien avec un sourire. Mais je sais que papa ne va pas abandonner si facilement. Camille hocha la tête. Peut-être pas. Mais maintenant, je sais qu'on peut se battre. Et je ne reculerai pas. Elle regarda le carnet une dernière fois ce soir-là, se promettant de protéger l'héritage de ses parents, non seulement pour elle-même, mais aussi pour Julien et les générations futures. La victoire lors de l'audience préliminaire avait redonné de la force à Camille, mais elle savait que Damien ne s'arrêterait pas là. Les jours suivants, elle observa une étrange accalmie, comme si Damien préparait un coup qu'elle ne pouvait pas encore anticiper. Julien, inquiet de ce silence, redoubla ses efforts pour trouver des informations qui pourraient protéger sa mère. Pendant ce temps, Camille décida de se concentrer sur une autre piste, les noms inscrits dans le carnet. Elle commença par le premier sur la liste, un certain Jean-Marc Lemoine. Julien l'aida à effectuer des recherches, et ils découvrirent qu'il s'agissait d'un ancien associé d'Adrien, le père de Camille. Jean-Marc vivait encore dans la région, dans une maison modeste à quelques kilomètres. Camille, déterminée à comprendre ce que son père avait voulu cacher, décida de lui rendre visite. Un après-midi ensoleillé, Camille se retrouva devant une petite maison en pierre entourée d'un jardin bien entretenu. Elle frappa à la porte, et un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux grisonnants, ouvrit. « Bonjour, vous êtes Jean-Marc Lemoine ?» demanda-t-elle, un peu nerveuse. L'homme fronça les sourcils, mais hocha la tête. « Oui, c'est moi. Et vous êtes ?» Camille lui tendit une main. « Camille Dupont. Je suis la fille d'Adrien Dupont. Vous étiez son associé, si je ne me trompe pas. » À la mention d'Adrien, Jean-Marc sembla se détendre légèrement. Il fit un signe de tête et invita Camille à entrer. Une fois assis dans un salon simple mais chaleureux, Jean-Marc l'interrogea du regard. « Alors, qu'est-ce qui vous amène ici après toutes ces années ?» Camille expliqua brièvement la situation, la démolition de la maison familiale, la découverte du carnet, et son besoin de comprendre pourquoi son père avait noté son nom, ainsi que ceux d'autres personnes, avec des montants en face. Jean-Marc écouta attentivement, hochant parfois la tête, le visage grave. « Votre père » commença-t-il après un long silence, était un homme bon, mais il était aussi un homme prudent. Nous avons travaillé ensemble pendant de nombreuses années dans l'immobilier. C'était un secteur risqué, et il savait qu'il devait protéger sa famille. Camille fronça les sourcils. Protéger contre quoi? Jean-Marc soupira. À l'époque, il y avait des investisseurs peu scrupuleux qui voulaient profiter de nos projets. Votre père a dû cacher certains actifs pour s'assurer qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. C'est probablement ce qu'il a noté dans ce carnet. Camille sentit une vague de gratitude envers son père. Il avait pensé à tout pour les protéger. Mais elle se demandait encore pourquoi Damien semblait si désespéré de mettre la main sur ses biens. « Et Damien? Vous pensez qu'il pourrait être lié à ces investisseurs ?» demanda-t-elle. Jean-Marc haussa les épaules. « Peut-être. S'il a découvert l'existence de ce carnet, il a sûrement compris que votre père avait des actifs de grande valeur. Faites attention, Camille. Ces histoires d'argent réveillent souvent le pire chez les gens. » En quittant la maison de Jean-Marc, Camille avait l'esprit en ébullition. Elle appela Julien pour lui faire part de ce qu'elle avait appris. Si papa pense que ses actifs peuvent effacer ses dettes, il ira jusqu'au bout, conclut Julien. Camille hocha la tête, bien qu'il ne puisse pas la voir. Je sais. Mais je ne peux pas le laisser faire. Ces biens appartiennent à notre famille, pas à lui. Quelques jours plus tard, Damien montra enfin ses cartes. Camille reçut une convocation pour une nouvelle audience. Cette fois, Damien affirmait que le terrain de la maison familiale avait été vendu avant sa démolition et que les fonds de la vente lui appartenaient. Camille, perplexe, savait que cela ne pouvait pas être vrai. Elle se tourna vers Maître Rousseau, qui examina les documents fournis par Damien. « C'est un faux, encore une fois », déclara l'avocate après un examen minutieux. « Il a monté cette histoire pour essayer de récupérer de l'argent. Nous devons agir vite pour prouver qu'il ment. » Camille sentit la colère monter en elle. Damien avait dépassé les limites, et elle ne pouvait plus se contenter de réagir. Cette fois, elle allait attaquer. Pendant ce temps, Julien faisait une découverte troublante. En explorant les réseaux sociaux et les forums locaux, il tomba sur un post récent qui mentionnait la vente aux enchères d'un terrain, celui de la maison familiale. « Maman, regarde ça », dit-il en montrant l'écran de son ordinateur portable. Camille lut le post, incrédule. « Mais ce terrain est gelé. Il ne peut pas le vendre. » Julien serra les dents. Il essaie de contourner la loi.
Il espère que personne ne s'en rendra compte avant que ce soit trop tard. Sans perdre de temps, ils contactèrent Maître Rousseau, qui leur conseilla de se rendre directement sur place pour vérifier. Le jour de la vente aux enchères, Camille et Julien arrivèrent sur le lieu de l'événement. Une petite foule s'était rassemblée, composée principalement d'investisseurs locaux et de curieux. À leur grande surprise, ils virent Damien parmi les participants, vêtu d'un costume impeccable et affichant un air de confiance. Camille sentit sa colère bouillir, mais Julien posa une main sur son bras. « Calme-toi, maman. On doit gérer ça intelligemment. » Ils approchèrent du commissaire-priseur, un homme mince aux cheveux gris, et expliquèrent rapidement la situation. « Ce terrain ne peut pas être vendu, » déclara Camille. « Il est sous gel judiciaire, et la personne qui prétend en être le propriétaire a falsifié les documents. » Le commissaire-priseur sembla troublé. Il vérifia ses dossiers, puis fronça les sourcils. « Si ce que vous dites est vrai, cette vente est illégale. Je vais suspendre les enchères jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. » Damien, remarquant la scène, s'approcha d'eux, furieux. « Camille, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as aucun droit d'interférer. » cracha-t-il. Camille se redressa, ses yeux brûlants de détermination. « C'est toi qui n'as aucun droit, Damien. Tu as détruit cette maison et maintenant tu essaies de vendre ce terrain comme si de rien n'était. Ça s'arrête ici. » Les murmures commencèrent à circuler dans la foule. Damien, voyant son plan s'effondrer, tenta de calmer les choses, mais le commissaire-priseur annonça officiellement la suspension de la vente. De retour chez elle, Camille sentit une vague d'épuisement l'envahir. Mais Julien était là, comme toujours, pour la soutenir. « On a gagné cette bataille, mais il faut rester vigilant. Papa va probablement essayer autre chose, » dit-il, une tasse de thé à la main. Camille hocha la tête. « Je sais. Mais je ne reculerai pas. Je vais protéger l'héritage de mes parents, quoi qu'il en coûte. » Pendant ce temps, Damien rentra chez Vera, abattu. « Tout est en train de s'effondrer, maman. Camille est en train de gagner. » Vera, toujours aussi impitoyable, répondit sèchement. « Alors, il est temps de changer de stratégie. Si tu ne peux pas la battre légalement, tu dois trouver un moyen de la forcer à céder. » Damien savait que sa mère avait raison, mais il était à court d'idées. Il ne restait qu'une chose à faire, confronter Camille directement et essayer de la manipuler une dernière fois. Un soir, alors que Camille rentrait seule à la maison, elle trouva Damien l'attendant sur le pas de la porte. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, sur ses gardes. « Je veux qu'on parle, Camille. Juste toi et moi, sans avocat, sans juge. » Elle hésita, mais finit par ouvrir la porte. À l'intérieur, Damien tenta de jouer la carte de l'apaisement. « Écoute, Camille, tout ce que je veux, c'est qu'on trouve un terrain d'entente. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je fais tout ça pour nous. » Camille le fixa, incrédule. « Pour nous? Tu as détruit ma maison, tenté de vendre le terrain, et tu oses dire que c'est pour nous? » Damien baissa les yeux, mais continua. « Je suis désolé, d'accord? Mais je suis dans une situation difficile. Aide-moi à sortir de là, et je te promets qu'on pourra repartir à zéro. » Camille éclata de rire, un rire amer. « Damien, il n'y a plus de nous. Tu as détruit tout ce qu'on avait, et tu continues à mentir. Je ne te dois rien. » Damien, sentant qu'il avait perdu, laissa tomber son masque. « Très bien, Camille. Si tu ne veux pas m'aider, je ferai tout pour que tu perdes aussi. » Il quitta la maison en claquant la porte, laissant Camille tremblante mais déterminée. Elle savait qu'il s'agissait du point de rupture. À partir de ce moment, elle ne reculerait plus. Camille savait qu'après la confrontation de la veille, tout allait se précipiter. Damien avait révélé son vrai visage, et elle ne pouvait plus espérer qu'il recule ou se calme. La seule solution était de rester en avance sur lui, de déjouer chacune de ses manœuvres et de le mettre face à ses responsabilités. Julien, de son côté, redoubla d'efforts pour l'aider à renforcer leur position. « Maman, on doit revoir tous les documents qu'on a. Si on trouve encore une incohérence ou une autre falsification de sa part, ça pourrait suffire à clore cette affaire définitivement, » dit-il un matin en s'installant avec son ordinateur à la table du salon. Camille hocha la tête, se sentant reconnaissante d'avoir un allié aussi fort à ses côtés. Pendant ce temps, Damien élaborait un nouveau plan. Vera, toujours aussi calculatrice, lui suggéra d'utiliser ce qu'il savait sur Camille pour tenter de la discréditer publiquement. Les gens respectent Camille parce qu'elle a l'air d'être une femme forte et honnête. Si tu peux semer des doutes sur son intégrité, elle perdra tout soutien,
dit Vera en sirotant son café. Damien fronça les sourcils. Mais comment? Elle n'a rien fait de mal. Tout ce qu'elle a, elle l'a gagné ou hérité. Vera sourit malicieusement. Il ne s'agit pas de ce qu'elle a fait, mais de ce qu'on peut faire croire qu'elle a fait. L'important, c'est de semer le doute. Bien que réticent, Damien accepta. Il commença à diffuser des rumeurs sur Camille dans leur cercle social commun, suggérant qu'elle avait manipulé la succession de ses parents pour exclure Mathilde, sa sœur. Il espérait que ces insinuations affaibliraient sa position, mais il ignorait que Camille et Mathilde avaient récemment renforcé leur lien. Un matin, Camille reçut un appel inattendu de Mathilde. « Camille, j'ai entendu des choses troublantes venant de Vera et de Damien. Ils disent que tu as falsifié les documents de succession pour tout garder pour toi. C'est ridicule, non ?» Camille sentit une vague de colère monter en elle, mais elle garda son calme. « Bien sûr que c'est ridicule. Tu sais aussi bien que moi que je n'ai rien falsifié. » Mathilde rit doucement. « Évidemment, je le sais. Mais ils essaient de me monter contre toi. Ils pensent peut-être que je vais me retourner contre toi et leur donner une raison d'attaquer en justice. » Camille soupira. « Ils sont désespérés. Merci de m'en parler. Je vais m'assurer que cette rumeur n'aille pas plus loin. » Mathilde hésita un instant avant de répondre. « Camille, écoute. Je sais qu'on a eu nos différends, mais je suis de ton côté. Si tu as besoin de mon soutien pour prouver qu'ils mentent, dis-le-moi. » Les mots de Mathilde apportèrent un réconfort inattendu à Camille. Elle se rendit compte que, malgré leur dispute passée, sa sœur restait un allié précieux dans cette bataille. Pendant ce temps, Julien fit une découverte majeure en examinant les dossiers financiers de Damien. Il trouva un lien direct entre son père et une société immobilière douteuse. Damien avait investi une somme importante dans cette société quelques semaines avant la démolition de la maison familiale. « Maman, regarde ça », dit Julien en montrant les relevés bancaires. Papa a utilisé son propre argent pour ses investissements, mais il espérait probablement couvrir ses pertes avec les biens de papy. Camille examina les documents avec attention. Ça prouve qu'il était dans une situation désespérée avant même de démolir la maison. On peut montrer que ses intentions n'ont jamais été honnêtes. Ils transmirent ces informations à Maître Rousseau, qui décida de les inclure dans leur dossier contre Damien. Quelques jours plus tard, un événement imprévu bouleversa la situation. Une voisine âgée de Vera, qui avait entendu parler de la dispute entre Camille et Damien, décida de rendre visite à Camille. « Madame Dupont, je sais que ce n'est pas mes affaires, mais j'ai quelque chose à vous dire, » commença-t-elle, visiblement nerveuse. Camille l'invita à s'asseoir et lui offrit une tasse de thé. « Bien sûr, je vous écoute. » La femme, qui se présenta comme Monique, expliqua qu'elle avait vu Damien et Vera discuter avec des ouvriers près du terrain de la maison familiale la veille de sa démolition. Ils avaient l'air d'être en train de leur donner des instructions. « J'ai trouvé ça étrange, surtout parce que je sais que la maison vous appartenait, » dit Monique. Camille sentit une étincelle de colère mêlée d'excitation. Si Monique pouvait témoigner de ce qu'elle avait vu, cela renforcerait leur dossier contre Damien. Avec ces nouvelles preuves et informations, Camille et Julien se préparèrent pour ce qu'ils espéraient être l'audience finale. Damien, de son côté, commençait à sentir la pression. Les créanciers continuaient de le harceler, et Vera, bien que toujours confiante, commençait à montrer des signes de fatigue. Le jour de l'audience arriva, et la tension était palpable dans la salle. Camille, accompagnée de Julien et de Maître Rousseau, se sentait prête à affronter Damien une fois pour toutes. L'avocat de Damien tenta de plaider que la démolition de la maison avait été faite dans l'intérêt du couple et que les biens d'Adrien devaient être partagés équitablement. Mais Maître Rousseau réfuta chaque argument avec des preuves solides, les relevés bancaires, les témoignages, et les documents du carnet. Puis, le témoignage de Monique scella le sort de Damien. « J'ai vu Damien et Vera donner des instructions aux ouvriers. Ils semblaient très pressés, comme s'ils voulaient que tout soit fait avant que quelqu'un ne s'en rende compte, » déclara Monique avec assurance. Le juge, visiblement agacé par les tentatives de Damien de manipuler la situation, finit par rendre son verdict. « À Monsieur Morel, vos actions ont été malhonnêtes et illégales. Vous êtes tenu de compenser Madame Dupont pour la destruction de la maison familiale, et vous n'avez aucun droit sur les biens mentionnés dans le carnet. » Camille sentit une vague de soulagement l'envahir. Elle avait gagné. Après l'audience, Damien tenta une dernière fois de la confronter. « Camille, tu n'avais pas besoin d'aller aussi loin. On aurait pu régler ça entre nous, » dit-il, la voix tremblante. Camille le fixa droit dans les yeux. « Damien,
Tu as détruit ma maison, menti à tout le monde, et essayé de m'humilier. C'est toi qui es allé trop loin. Maintenant, c'est fini. Elle tourna les talons et quitta le tribunal, Julien à ses côtés. Dans les semaines qui suivirent, Camille se concentra sur la reconstruction de sa vie. Avec Julien et Mathilde, elle commença à planifier l'utilisation des biens laissés par Adrien. Une partie de l'argent fut investie dans un projet qu'elle avait toujours rêvé de réaliser. Transformer le terrain de la maison familiale en un espace communautaire, où les familles pourraient se retrouver et créer de nouveaux souvenirs. Damien, quant à lui, disparut presque complètement de leur vie. Ruiné financièrement et moralement, il retourna vivre chez Vera, qui semblait également avoir perdu sa superbe. Camille, entourée de Julien, Mathilde, et de ses amis proches comme Léa, trouva enfin la paix qu'elle cherchait depuis si longtemps. Elle avait reconstruit non seulement ce que Damien avait détruit, mais aussi une partie d'elle-même qu'elle croyait perdue. La victoire légale avait marqué un tournant pour Camille. Après des mois de lutte, elle pouvait enfin respirer un peu, mais il ne s'agissait pas seulement de tourner la page. Pour elle, c'était l'occasion de reconstruire, de transformer les blessures en force, et de faire de son héritage familial quelque chose de durable et de significatif. Julien, toujours présent, l'encourageait à aller de l'avant. « Maman, on ne peut pas laisser cette histoire définir notre famille. Ce terrain, il peut redevenir un lieu de vie, mais cette fois, on le façonnera selon nos envies. » Camille sourit à son fils. Ses paroles étaient remplies d'optimisme, mais elle savait que l'entreprise serait émotionnellement éprouvante. Un matin, alors qu'elle feuilletait à nouveau le carnet de son père, Camille tomba sur une phrase qu'elle avait négligée jusque-là. Un foyer est un endroit où les souvenirs se créent, mais aussi où ils se partagent. Ces mots résonnèrent profondément en elle. Son père n'avait pas seulement vu la maison familiale comme un bien matériel. Pour lui, c'était un lieu où les liens humains et les souvenirs prenaient racine. Inspirée, Camille décida que le terrain ne deviendrait pas une simple propriété privée ou un espace commercial. Elle allait en faire un lieu communautaire, un refuge pour les familles et les individus cherchant à se reconstruire, tout comme elle avait dû le faire. Elle partagea son idée avec Julien et Mathilde lors d'un dîner chez elle. « Je veux transformer le terrain en un centre communautaire. Un espace où les gens pourront se retrouver, organiser des activités, et peut-être même offrir du soutien à ceux qui traversent des moments difficiles. » Mathilde, surprise mais ravie, hocha la tête. « C'est une belle idée, Camille. Et ça rendrait hommage à papa et maman. Ils auraient adoré ça. » Julien, enthousiaste, proposa immédiatement de concevoir les plans. « Je peux m'occuper de l'architecture. Je veux que ce soit beau, accueillant et moderne, mais qu'il reste une touche nostalgique pour rappeler ce qu'il représentait avant. » Camille sentit son cœur se gonfler de fierté. Elle avait sa famille à ses côtés, et ensemble, ils allaient redonner vie à cet endroit. Mais comme dans toute reconstruction, les défis ne tardèrent pas à apparaître. Lorsqu'elle déposa les premières demandes d'autorisation auprès de la municipalité, Camille se heurta à des délais administratifs interminables. Certaines personnes influentes, encore proches de Vera et de Damien, tentèrent de bloquer le projet sous prétexte qu'un centre communautaire n'apporterait pas de bénéfices économiques à la région. Un soir, Julien rentra d'une réunion avec les responsables municipaux, visiblement frustrés. Ils compliquent tout. Ils demandent des études supplémentaires, des garanties financières. On dirait qu'ils veulent nous décourager. Camille resta calme. Alors, on leur donnera tout ce qu'ils demandent. Ils peuvent essayer de nous ralentir, mais ils ne nous arrêteront pas. Avec l'aide de Julien et d'un avocat spécialisé dans l'urbanisme, elle prépara tous les documents nécessaires. Elle se mit également à mobiliser les habitants de la région, leur expliquant son projet et son importance. Petit à petit, les soutiens commencèrent à affluer. Camille fut touchée par les réponses qu'elle reçut. De nombreuses familles, touchées par son histoire, offrirent leur aide. Une mère célibataire proposa de donner du temps pour organiser des activités. Un groupe d'artisans locaux offrit des matériaux pour la construction. Même Monique, la voisine qui avait témoigné lors du procès, se porta volontaire pour aider à planter un jardin communautaire sur le terrain. Lors d'une réunion publique où Camille présenta officiellement son projet, elle sentit une vague d'émotion en voyant la salle remplie de visages amicaux. Cette maison, commença-t-elle, la voix tremblante, n'était pas qu'un bâtiment pour moi. C'était un symbole de tout ce que mes parents nous ont appris. La solidarité, l'amour, et l'importance de toujours se relever après une épreuve. Aujourd'hui, je veux que ce terrain devienne un endroit où chacun puisse se sentir chez soi,
même pour quelques heures. La salle éclata en applaudissements. Julien, debout à ses côtés, posa une main sur son épaule. « Tu es incroyable, maman », murmura-t-il avec un sourire. De son côté, Mathilde joua un rôle crucial dans l'avancement du projet. Bien qu'elle vivait à l'étranger, elle mobilisa ses contacts pour collecter des fonds et sensibiliser à l'importance de ce centre communautaire. Lorsqu'elle revint en visite quelques semaines plus tard, elle fut impressionnée par les progrès réalisés. « C'est fou de voir à quel point tu as avancé, Camille. Tu as transformé cette tragédie en quelque chose de magnifique ?» dit-elle en observant le chantier en cours. Camille sourit modestement. « Je n'y serais pas arrivée sans vous, toi et Julien. » Mathilde posa une main réconfortante sur celle de sa sœur. « Papa et maman seraient tellement fiers de toi. » Alors que le projet avançait, Camille reçut un appel inattendu. Damien souhaitait la rencontrer. D'abord hésitante, elle finit par accepter, curieuse de savoir ce qu'il voulait. Ils se retrouvèrent dans un café de la ville, où Damien semblait un homme changé. Il était visiblement fatigué, son costume bien ajusté ne pouvant masquer les cernes sous ses yeux. « Camille, je sais que je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. J'ai été aveuglée par mes dettes, par mon égoïsme, et j'ai tout gâché. » Camille resta silencieuse, le laissant continuer. « Je voulais juste te dire que je suis désolée. Pas parce que j'ai perdu, mais parce que j'ai détruit ce qui était important pour toi. » Les mots de Damien sonnaient sincères, mais Camille savait qu'il ne pouvait effacer le mal qu'il avait causé. « Merci pour tes excuses, Damien, » dit-elle finalement. « Mais tu dois comprendre que tout ça, ce n'était pas seulement ma maison. C'était une partie de ma vie, de mes souvenirs, et tu n'as pas respecté ça. » Damien baissa les yeux. « Je sais. Et j'espère que, d'une manière ou d'une autre, tu pourras aller de l'avant. » Camille hocha la tête. « Je suis déjà en train de le faire. » Elle quitta le café avec un sentiment de fermeture. Ce chapitre de sa vie, bien qu'amer, touchait enfin à sa fin. Quelques mois plus tard, le centre communautaire fut achevé. Il s'agissait d'un bâtiment lumineux et accueillant, avec des espaces pour les activités, un jardin partagé, et même une petite bibliothèque en hommage à Hélène, la mère de Camille, qui avait toujours aimé les livres. Lors de l'inauguration, Camille se tenait devant une foule rassemblée sur le terrain où se trouvait autrefois sa maison familiale. Julien et Mathilde étaient à ses côtés, souriant fièrement. « Aujourd'hui, nous tournons une page, » dit-elle en s'adressant à la foule. « Ce centre est plus qu'un bâtiment. C'est un symbole de résilience, de solidarité et d'espoir. Merci à chacun d'entre vous d'avoir cru en ce projet. Ensemble, nous avons transformé un lieu de souvenir en un lieu de nouveau départ. » Les applaudissements retentirent, et Camille sentit une vague de paix l'envahir. Dans les semaines qui suivirent, le centre devint rapidement un point de rassemblement pour la communauté. Camille passait souvent ses journées à aider à organiser des événements ou simplement à profiter de l'énergie positive du lieu. Julien, voyant sa mère plus épanouie que jamais, lui proposa un jour. « Tu sais, maman, tu devrais peut-être écrire un livre sur tout ça. Ton histoire pourrait inspirer d'autres personnes à surmonter leurs propres défis. » Camille rit doucement. « Peut-être un jour, Julien. Pour l'instant, je veux juste profiter de cette paix. » Elle s'assit sur un banc dans le jardin du centre, regardant les enfants jouer et les familles discuter. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit complète. Le terrain de la maison familiale, autrefois source de douleur, était devenu un lieu de renouveau. Et pour Camille, c'était tout ce qui comptait. Quelques semaines après l'inauguration du centre communautaire, Camille commençait à ressentir un apaisement qu'elle n'avait pas connu depuis des années. La maison familiale, autrefois détruite par l'avidité et les conflits, avait donné naissance à quelque chose de bien plus grand. Ce centre n'était pas seulement un lieu physique, il représentait tout ce qu'elle avait appris et surmonté. Pourtant, même dans ce moment de calme, elle savait qu'il restait des morceaux de son passé qu'elle devait encore affronter pour avancer complètement. Un matin, alors qu'elle parcourait les jardins du centre, Mathilde la rejoignit. Sa sœur avait prolongé son séjour pour aider à gérer les premiers mois d'activité. « Camille, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue aussi sereine, » dit Mathilde en lui tendant une tasse de café. Camille sourit doucement. « C'est grâce à toi, à Julien, et à tous ceux qui ont cru en ce projet. Je ne me suis jamais sentie aussi entourée. » Mathilde haussa les épaules, un sourire en coin. « Peut-être, mais c'est toi qui as porté tout ça. Tu sais, je pense que maman et papa seraient fiers de toi. Tu as transformé leur héritage en quelque chose de magnifique. » Les mots de Mathilde réchauffèrent le cœur de Camille.
Mais il lui rappelait aussi une question qu'elle n'avait pas encore résolue. Comment garder cet héritage vivant pour les générations futures? Alors que le centre gagnait en popularité, Camille commença à ressentir le poids des attentes. Les activités se multipliaient, les demandes d'utilisation des espaces affluaient, et il devenait clair qu'elle ne pourrait pas tout gérer seule. Julien, bien qu'un soutien constant, avait ses propres engagements professionnels, et Mathilde devait bientôt retourner à l'étranger. Un soir, alors qu'elle examinait les comptes du centre, Camille se sentit dépassée. Elle posa sa tête dans ses mains, laissant échapper un soupir profond. Julien, qui venait de rentrer d'une réunion, la trouva dans cet état et s'assit à côté d'elle. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il doucement. Camille leva les yeux, c'est très marqué par la fatigue. « Je me demande si je suis capable de tout gérer. Ce centre est devenu quelque chose de tellement grand. Je ne veux pas décevoir les gens. » Julien posa une main sur l'épaule de sa mère. « Tu n'as pas à tout faire seul. Peut-être qu'il est temps de constituer une équipe. Des gens passionnés, comme toi, qui peuvent t'aider à porter ce projet. » Camille hocha la tête lentement. « Tu as raison. Je dois apprendre à déléguer, mais c'est difficile. Ce centre, c'est comme un prolongement de moi-même. » Julien sourit. « Justement. Tu as mis ton cœur dans ce lieu. Maintenant, laisse d'autres personnes t'aider à le faire grandir. » Inspirée par les conseils de Julien, Camille lança un appel à volontaires pour recruter une équipe de gestion. Elle fut surprise par la réponse, enseignants, thérapeutes, artistes locaux et même des jeunes à la recherche de projets communautaires se proposèrent. Un nom ressortit particulièrement, Clara, une ancienne éducatrice passionnée par le travail social. Lorsqu'elle rencontra Camille pour la première fois, le lien fut instantané. « J'ai toujours rêvé de travailler sur un projet comme celui-ci », déclara Clara, les yeux brillants. « Ce centre a tellement de potentiel, et je serais honorée de vous aider à le développer. » Camille sentit qu'elle pouvait lui faire confiance. Ensemble, elles établirent une nouvelle structure de gestion, permettant à Camille de se concentrer sur la vision globale tout en laissant Clara gérer les opérations quotidiennes. Alors que Camille se sentait enfin plus légère, un événement inattendu vint bousculer sa routine. Un après-midi, elle reçut un appel de Vera, sa belle-mère. « Camille » dit Vera d'une voix inhabituellement calme, presque résignée. « Je sais que je suis probablement la dernière personne que tu veux entendre, mais j'ai besoin de te parler. » Camille resta silencieuse, son esprit partagé entre la curiosité et la méfiance. Après un instant, elle répondit « Très bien. Rendez-vous au centre demain matin. Mais je ne vous promets rien. » Le lendemain, Vera arriva au centre. Elle semblait changer, bien que son attitude autoritaire n'ait pas complètement disparu. Camille l'accueillit dans une petite salle de réunion, souhaitant garder cette rencontre aussi privée que possible. « Pourquoi êtes-vous ici, Vera ?» demanda Camille, sans détour. Vera joua nerveusement avec son sac, un geste rare chez elle. « Je suis venue m'excuser. Pour tout. Damien, moi, tout ce que nous avons fait, c'était inexcusable. Mais je voulais que tu saches que je regrette sincèrement. » Camille observa sa belle-mère attentivement. Bien que les paroles semblent sincères, elle avait appris à se méfier de Vera. « Pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce temps ?» Vera baissa les yeux. « Parce que j'ai perdu Damien. » Ces mots frappèrent Camille comme un coup de poing. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Vera inspira profondément. « Il est parti. Après le procès, il a coupé contact avec moi. Je pensais qu'il reviendrait, mais ça fait des mois que je n'ai plus aucune nouvelle. » Camille resta silencieuse, partagée entre la tristesse et une étrange forme de soulagement. « Je ne peux pas changer le passé, » reprit Vera, la voix tremblante. « Mais je voulais te remercier de ne pas avoir cherché à m'humilier davantage après tout ce que j'ai fait. Je n'aurais pas survécu à ça. » Camille, bien qu'encore méfiante, sentit un poids s'alléger légèrement. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais oublier ce que Vera et Damien lui avaient fait, mais peut-être qu'il était temps de lâcher prise. Les mois passèrent, et le centre communautaire devint un pilier essentiel de la région. Clara s'était avérée être une alliée précieuse, et Camille pouvait enfin se permettre de prendre du recul. Elle passait ses journées à écrire, inspirée par l'idée de Julien de partager son histoire avec un plus large public. Julien, de son côté, annonça une nouvelle qui illumina le quotidien de Camille. Il allait devenir père. « Tu seras une grand-mère incroyable, maman », dit-il avec un sourire. Camille sentit ses yeux s'embuer de larmes. « Je ferai de mon mieux. Je veux que ton enfant ait une enfance aussi heureuse que la mienne. »
Elle réfléchit à tout ce qu'elle avait traversé pour en arriver là. Les luttes, les pertes, les confrontations, tout cela avait conduit à ce moment. Elle avait trouvé une force qu'elle ignorait posséder et avait transformé sa douleur en quelque chose de beau. Un matin, Camille retourna sur le terrain du centre avant l'ouverture. Le soleil se levait, baignant les jardins de lumière dorée. Elle s'assit sur un banc, repensant à la maison familiale qui se trouvait autrefois là. Elle pouvait presque entendre les rires de son père dans l'atelier, sentir l'odeur des tartes de sa mère, et voir Mathilde et elle courir dans le jardin. Ces souvenirs ne la remplissaient plus de tristesse, mais d'un doux mélange de nostalgie et de gratitude. Elle murmura doucement, comme si ses parents pouvaient l'entendre. « Merci pour tout ce que vous m'avez donné. J'espère que j'ai fait honneur à votre mémoire. » Ce soir-là, une fête fut organisée au centre pour célébrer son premier anniversaire. Les familles locales étaient venues en grand nombre, riant, dansant et partageant des histoires. Camille observait la scène avec une immense satisfaction, entourée de Mathilde, Julien et Clara. Au milieu de la fête, Julien leva son verre. « À ma mère, » dit-il, sa voix forte et fière. Une femme qui a transformé une épreuve en une œuvre d'amour. « Merci, maman, pour tout ce que tu as fait pour nous et pour cette communauté. » Les applaudissements éclatèrent, et Camille sentit les larmes couler sur ses joues. Mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. Alors qu'elle regardait les lumières scintiller dans la nuit, Camille comprit qu'elle avait bouclé la boucle. Elle n'était plus seulement la gardienne du passé, mais aussi l'architecte d'un avenir prometteur. Cette histoire nous emmène à travers des chemins sinueux de douleur, de résilience et de transformation. Elle nous montre que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver une lumière, une raison de continuer à avancer. À travers le parcours de Camille, Julien et Mathilde, nous avons vu comment la force d'une famille, unie par l'amour et le respect, peut surmonter les épreuves les plus difficiles. Camille a transformé sa douleur en une force puissante, et elle a su donner un nouveau sens à un héritage qui semblait perdu. Cela nous rappelle une leçon essentielle. Nos épreuves ne définissent pas qui nous sommes, mais la façon dont nous les affrontons, si. Alors que nous approchons de la fin de ce récit, je veux vous remercier, vous qui êtes restés jusqu'ici, qui avez écouté avec attention cette histoire pleine de rebondissements et d'émotions. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir ce travail et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous partageons ici des histoires comme celle-ci, pleines de leçons et de réflexions sur la vie. Activez également la cloche pour recevoir une notification chaque fois qu'une nouvelle histoire est publiée. Nous serions ravis de lire vos commentaires sur ce que cette histoire a signifié pour vous, sur les leçons que vous en avez tirées. Vos retours enrichissent toujours notre communauté, et nous aimons savoir comment ces récits résonnent en vous. Prenez un instant pour partager cette vidéo avec vos amis et vos proches, car qui sait, cette histoire pourrait toucher quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Ce récit met également en lumière des vérités universelles sur l'amour, le pardon et la reconstruction. L'amour que Camille a porté à sa famille, son désir de préserver l'héritage de ses parents, et son refus d'abandonner face à l'injustice sont des exemples puissants de ce que signifie être fidèle à soi-même et à ceux que l'on aime. Mais au-delà de cette histoire humaine, il y a une vérité encore plus profonde que je voudrais partager avec vous, une vérité qui transcende toutes les situations de la vie et qui s'adresse à chacun de nous. Elle se trouve dans l'évangile de Jean 3h16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Prenons un moment pour réfléchir à ce passage extraordinaire. Ces mots parlent de l'amour immense de Dieu, un amour qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Dans cette histoire, Camille a trouvé la force de reconstruire parce qu'elle portait en elle l'amour et l'héritage de ses parents. Mais Dieu, notre Père céleste, nous offre un amour encore plus grand, un amour inconditionnel qui ne dépend pas de ce que nous avons fait ou de ce que nous méritons. L'amour de Dieu est si profond qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son propre Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver. Peut-être traversez-vous des moments difficiles, peut-être vous sentez-vous perdu ou accablé par les épreuves de la vie. Peut-être pensez-vous que vous êtes seul, que personne ne vous comprend ou ne vous aime vraiment. Mais je veux vous rappeler une vérité essentielle, Dieu vous aime. Il vous connaît personnellement, il connaît vos luttes, vos peines et vos joies. Et il vous invite à venir à lui, à déposer vos fardeaux à ses pieds, à recevoir son amour et sa paix. L'histoire de Camille est une belle illustration de la façon dont nous pouvons trouver la force dans l'amour, mais l'amour humain, bien qu'incroyable, reste limité. L'amour de Dieu, en revanche, est infini. Il est parfait. Il est éternel. Et il est pour vous.
Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il l'a fait par amour pour nous. Il a vécu une vie parfaite, sans péché, et a choisi volontairement de mourir sur la croix pour payer le prix de nos fautes. Ce sacrifice n'était pas une obligation, mais un acte d'amour. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a ouvert un chemin pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, ou ce que vous avez fait, ce chemin est ouvert pour vous. Tout ce que Dieu vous demande, c'est de croire en Jésus, de reconnaître que vous avez besoin de lui, et de l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur. Peut-être vous demandez-vous, pourquoi Dieu ferait-il tout cela pour moi? La réponse est simple et pourtant si profonde, parce qu'il vous aime. Parce qu'il veut que vous ayez une relation avec lui. Parce qu'il ne veut pas que vous viviez séparés de lui. Et cette invitation est valable aujourd'hui, maintenant. Il n'y a pas de moment parfait pour venir à Dieu, sauf celui que vous choisissez. Si vous sentez dans votre cœur que vous avez besoin de cet amour, que vous avez besoin de cette paix, ne repoussez pas cette décision. Dieu attend, les bras grands ouverts, prêt à vous accueillir tel que vous êtes. Si vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur aujourd'hui, vous pouvez le faire simplement en priant. La prière n'a pas besoin d'être compliquée. Elle peut être aussi simple que ces mots, « Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais mes fautes et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité pour me donner une nouvelle vie. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci pour ton amour inconditionnel. Amen. » Si vous avez fait cette prière sincèrement, sachez que vous venez de prendre la décision la plus importante de votre vie. Vous avez ouvert la porte à une relation personnelle avec Dieu, et une nouvelle vie commence pour vous. Le chemin avec Jésus ne promet pas une vie sans défi, mais il promet que vous ne serez jamais seul. Il promet que vous aurez toujours une source d'amour, de force et de réconfort à laquelle vous pourrez vous tourner. Tout comme Camille a trouvé la paix en reconstruisant et en créant un espace de partage et d'amour, vous aussi pouvez trouver cette paix en bâtissant votre vie sur l'amour de Dieu. Cherchez une église locale où vous pourrez grandir dans votre foi, entourez-vous de personnes qui partagent cette même espérance, et continuez à explorer la parole de Dieu, car elle est une source inépuisable de sagesse et de réconfort. En conclusion, cette histoire, bien que fictive, reflète des vérités universelles sur la résilience, l'amour et le pardon. Mais surtout, elle nous rappelle que nous avons un Père céleste qui nous aime plus que tout. Peu importe ce que nous traversons, nous pouvons trouver refuge en lui. Si cette histoire vous a touché, si ces paroles ont trouvé un écho dans votre cœur, je vous invite à réfléchir à ce que cela signifie pour vous. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec d'autres, car ce message d'espoir et d'amour pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et que Dieu vous bénisse abondamment.